les enfants face aux attentats. C'est très clair. Il y en a un deuxième qui dit « C'est comment quand on est morte ?» Et puis son dernier livre qui est sur le thème de accompagner le deuil en situation traumatique. C'est chez Duno 2015, c'est pas très vieux, nous sommes complètement dans le sujet. Je ne vais pas être plus long, je vais laisser à Hélène Romano le soin de nous alimenter en lui demandant en plus de ne pas parler plus qu'une demi-heure, c'est très désagréable tout de suite. Pourquoi? Pour que nous puissions avoir après un petit temps d'échange à partir de questions que vous auriez autour de ce qu'elle a apporté, sans rentrer dans le débat encore que nous ferons après, mais s'il y avait besoin d'en savoir un petit peu plus, voilà. Donc il y aura une demi-heure et puis quelques temps complémentaires à partir de nos curiosités. Hélène Romano, c'est à vous. Je vous remercie. Merci à tous d'être présents. Merci à Jeanne Meuf pour son invitation. Alors je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas simple, mais si c'était simple, nous serions probablement par là. La prise en charge des endeuillés en contexte de mort violente. Alors la mort fait partie de la vie, ça, on en est tous conscients ici. Je nous la souhaite la plus douce et surtout la plus tardive possible. Mais même si la mort nous attend tous, elle reste pour chacun la mort singulière. Il n'y a pas des morts, il n'y a pas des deuils, il y a un deuil. Et pour chacun, le deuil va être un chemin particulièrement différent. Chaque deuil est différent. Alors qu'est-ce qu'on appelle les morts violentes? Et je voudrais ici éviter tout malentendu dès le départ. Perdre un proche, c'est toujours violent. C'est toujours insupportable. Ceux qui ont perdu un proche d'une maladie, une mamie d'un grand âge, c'est extrêmement violent de se trouver séparé de celui qu'on aimait. Le terme violent va être utilisé dans des contextes assez particuliers qui sont les morts inattendues. Des morts qui ne sont pas liées au grand âge, qui ne sont pas liées à la maladie, et je vous expliquerai en quoi elles vont bouleverser peut-être plus psychiquement les individus et nécessiter de votre part des modalités d'accompagnement particulières. Et je parlerai bien évidemment des attentats pour avoir protocolisé en France la prise en charge des enfants dans les contextes d'événements traumatiques, être intervenu dans les écoles du 11e, à la demande de la mairie de Paris suite aux attentats parisiens, et pour débriefer les psychologues de Nice, je pourrais faire le lien avec justement comment les associations peuvent s'articuler dans ces contextes-là de nécessité d'accompagnement des endeuillés. Donc ces morts violentes ont ce site particulier qu'elles vont confronter un individu à quelque chose qui n'était pas envisageable, envisagé. C'est pas une mort qui intervient après des mois de maladie, après un état physique qui s'est dégradé, après un grand âge où on se dit que peut-être la mamie de 90 ans un jour va finir par partir. Ces morts violentes vont confronter en un instant, en une fraction de seconde, à quelque chose d'indicible, à quelque chose d'insupportable. Et elles sont de plusieurs types, et ça, pour vous qui allez intervenir, c'est très important. Vous allez avoir les morts accidentelles, l'accident de la voie publique, l'accident domestique. Les gens sont chez eux, tout d'un coup, il y a un drame, ils meurent. Vous allez avoir ces morts inattendues, morts violentes, liées à un problème médical, mais qui n'était pas du tout anticipable, l'accident vasculaire cérébral, l'accident cardiaque. Elles sont non intentionnelles. Ça, c'est très important, parce qu'au niveau de la destructivité du lien à l'autre, du lien humanisant à l'autre, je vous en parlerai tout à l'heure, ça ne va pas attaquer pareil les endeuillés, ça ne va pas les blesser pareil que ces morts qui sont liées à des actes criminels. Que ce soit un crime individuel, que ce soit, j'allais dire, un autocrime via le suicide, que ce soit un attentat, bien évidemment, des guerres. Vous avez aussi des associations, alors je ne sais pas comment Jeanne Meuf, selon les territoires, est sollicitée, qui sont sollicitées en tout cas par l'État pour intervenir auprès des migrants qui ont vécu aussi des deuils génocidaires, des deuils de guerre très particuliers également. Ces morts-là sont spécifiques parce qu'elles vont confronter à quelque chose qu'on n'avait pas envisagé si tôt. D'ailleurs, les gens vous disent « mais c'est pas possible, c'est pas croyable, pas lui, il est trop jeune, c'est pas vrai. Je l'ai vu il y a 5 minutes, il est parti au travail ce matin, vous devez vous tromper, ça doit pas être lui ». Elles sont extrêmement violentes aussi parce qu'elles vont très souvent confronter les endeuillés, c'est important de le savoir, à des corps très endommagés, voire pas du tout reconnaissables, voire des corps qui ne sont pas retrouvés dans les catastrophes aériennes, dans les catastrophes telles que le tsunami. Vous avez des endeuillés qui n'ont jamais pu retrouver les corps de leurs proches, et on sait à quel point c'est compliqué pour les rituels de deuil. Ça n'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Ça va être difficile parce qu'il y a des procédures, les enquêtes, procédures judiciaires,
Donc souvent, le corps est transporté à l'institut médico-légal, vous n'avez pas accès au corps de votre proche tout de suite, contrairement à ce qui se fait, vous avez accès après une autopsie. Et ça, c'est pas facile, parce qu'il y a un délai qui peut être très long, de plusieurs jours à plusieurs heures, plusieurs jours. Sur Paris, c'est 5-6 jours. Les attentats, ça a été jusqu'à 2 mois pour la dernière personne qui a été identifiée, qui était une femme qui a été à côté d'un des kamikazes, et qui n'a pu être identifiée que grâce un morceau d'os qui faisait la taille d'un ongle. Donc des fois c'est très long, les incendies parisiens jusqu'à 6 mois pour identifier. Donc l'identification par l'Institut médico-légal est une épreuve pour les endeuillés. Quand vous les accompagnez, il faut le savoir, ça n'est pas du tout pareil que d'avoir son proche dans une chambre funéraire. Il y a également les démarches administratives, alors elles sont usantes pour toute personne endeuillée, c'est vraiment important de le rappeler parce que ça survictimise les endeuillés, mais dans les contextes de mort violente, comme on n'a pas prévu tas de choses, ça va être encore plus difficile et c'est extrêmement fatigant, usant, vous êtes endeuillé, vous êtes dans le chagrin, submergé par la peine et vous devez en plus faire les démarches aux impôts, à l'assurance, à l'association d'aide aux victimes pour vous faire référencer, etc. etc. C'est particulièrement usant et vous devez certaines fois même justifier que vous étiez bien présente à ce moment-là pour pouvoir attester que vous pouvez bénéficier d'une aide par votre assurance. C'est le cas dans les attentats de Nice, où là vous aviez des victimes, des endeuillés, puis si je parle des endeuillés, présents à différents endroits, ceux très proches du camion, ceux à distance, qui avaient vu leur gamin partir et leur enfant est mort. Pour les assurances, ça dépend de là où ils étaient, l'assurance considérant que vous êtes d'autant plus blessé, vous étiez près du camion. C'est une logique d'assurance, ça n'est pas la logique des psys d'urgence. On sait que la blessure psychique n'est pas toujours corrélée à cette proximité avec l'horreur. Donc ça participe à des difficultés. Il y a également un point très important qui est le fait d'être présent au moment de la mort. La mort violente, alors on peut être présent à l'hôpital avec un proche qui décède, avec l'accompagnement, ça a été dit, très médicalisé, où la mort arrive, mais la mort n'arrive pas forcément dans un contexte atroce, de corps épouvantable. Quand vous êtes à votre domicile, que votre proche décède d'un accident vasculaire cérébral, quand vous assistez, vous êtes en voiture et votre proche va mourir sur vos genoux, vous pouvez être vous-même blessé, vous pouvez avoir échappé à la mort, et surtout vous avez vu la mort en face. C'est très particulier. La mort en face dans les contextes de mort violente, c'est une mort assez atroce au niveau visuel et au niveau sensoriel. Alors c'est un peu trash de vous dire, mais c'est important quand vous accompagnerez les gens parce qu'ils auront besoin de vous parler de ça. Besoin de vous parler des morceaux de corps, besoin de vous parler de l'odeur du sang, besoin de vous parler de l'odeur de la mort. C'est très particulier. Et ça, il faut y être préparé. Et c'est pour ça que ces accompagnements-là nécessitent en effet des formations spécifiques. Les gens qui étaient présents ont besoin d'en parler. Ils sont très marqués par l'impact sensoriel, les bruits, les odeurs et la vision. C'est aussi pour ça que pour ces endeuillés-là, on recommande de pouvoir voir le corps quand il a été restauré et pris en charge par les agents funéraires pour ne pas rester sur une image absolument atroce d'un corps morcelé, d'un corps décapité, d'un corps brûlé et de pouvoir mettre une autre image auprès de son proche, auprès de la personne qui est morte. Ça, c'est important parce que le deuil en contexte de mort violente peut être un deuil, un deuil pathologique. Le deuil, ce n'est pas une maladie. Mais je le dis juste parce que si vous allez voir votre médecin après avoir perdu votre enfant, vous allez sortir avec une ordonnance bien souvent chargée d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et de quoi dormir. Pour tenir, je ne dis pas non, enfin je ne dis pas oui non plus, parce que très souvent on va voir les endeuillés 6 mois, 1 an après, qui là s'effondrent, pleurent et disent je ne comprends pas, je n'ai pas pleuré pendant 1 an, là je m'effondre. Bah oui, mais les traitements peuvent faire écran aussi à ça. Le deuil, ce n'est pas une pathologie. Moins de 10% de deuil pathologique, de personnes qui vont développer des troubles psychiatriques après un deuil. C'est le cas en particulier quand il n'y a pas l'écho, où on peut imaginer, voire même délirer que son proche est sous un glacier vivant et qui s'est installé sous la glace après l'avalanche et qui vit sous la glace, ou qu'il est, pour des familles endeuillées suite au crash Air Brésil, qu'il a survécu au crash à 2000 mètres sous l'eau, qu'il a nagé à la surface et qu'il est sur une île en solitaire. C'est des deuils délirants avec des troubles psychiatriques chez des gens qui n'avaient pas de troubles avant. C'est rare. Dans les contextes de mort violente, on peut aussi avoir, et c'est important de vous le dire, parce que dans les prises en charge, ça fera probablement partie des choses à repérer pour vous, pour un meilleur accompagnement, ce que nous on va appeler les deuils post-traumatiques.
Le deuil post-traumatique, c'est une entité clinique bien particulière de deuil qui correspondent à des gens qui étaient présents. Ils ont vu la mort en face. Et une mort qui est souvent extrêmement violente. Vous êtes à l'hôpital, vous accompagnez votre proche qui est progressivement sédaté, qui s'endort, dirons-nous, dans son sommeil. Il n'agonise pas. La mort par agonie est absolument atroce à voir et peut véritablement marquer les proches. Et dans ces cas-là, on peut avoir des proches qui vont avoir des réactions tout à fait particulières qu'on appelle des réactions de stress post-traumatique. Ils ont leur souffrance du deuil. Il ne s'agit pas de dire, et vous le savez bien, d'accompagner le deuil, il ne s'agit pas de passer derrière et de dire il ne faut pas pleurer, il ne faut pas citer. Non, pleurer et exprimer son émotion, c'est aussi extrêmement important. Ça fait partie du deuil adapté. Le deuil post-traumatique, c'est un deuil adapté qui va se croiser avec des troubles post-traumatiques, c'est-à-dire des reviviscences. Le proche pense sans arrêt à l'image de son proche blessé, de son proche en train d'agonir. Il est marqué par la sensation sur la peau du sang, il est marqué par les odeurs. Dès qu'il y a un bruit, tout d'un coup, il est sidéré, il a l'impression de revenir dans la catastrophe, dans l'événement. Différents exemples, une petite fille qui avait perdu toute sa famille au tsunami, quand une porte claquait, porte de salle de cours, de voiture, ça lui faisait penser à un bruit qu'elle avait entendu au moment du tsunami. Elle a été récupérée 3 jours après dans au milieu des décombres après la vague. Et tout d'un coup, elle se revoyait dedans. Et donc, elle était dans le même état de désespoir, de désespérance de la mort en face, au moment où elle a perdu son père, sa mère et ses 2 frères et sœurs. On a pareil, par exemple, sur des morts par accident de la voie publique, des gens qui ne peuvent plus prendre la voiture, ils ont la sensation d'être à ce moment-là dedans. Des gens qui ne peuvent plus passer sur la promenade des Anglais, des gens qui ne peuvent plus aller devant le Bataclan, des gens qui ne peuvent plus aller là où leur proche a été tué, ou là où il s'est pendu, ou là où il s'est tué, parce qu'à ce moment-là, ils revoient l'image. Avoir assisté à la mort, j'insiste beaucoup, c'est très particulier. Avoir vu la mort en face, ça vous blesse psychiquement. Ça ne vous condamne pas, attention, mais ça vous blesse, on ne peut pas faire l'impasse de cette blessure-là. Ça vous blesse dans le temps, à cause de ces reviviscences, à cause de ces réactions qu'on va avoir pour lutter contre ça, à cause du rapport au monde qui change de façon extrêmement violente, mais ça peut vous blesser aussi initialement au T0, quand la personne a découvert le corps de son proche. Et ça fait partie des choses que vous pouvez aborder avec des endeuillés. À un moment donné, soit ils en parlent spontanément, soit il faut pouvoir penser à en parler avec eux, s'ils se rappellent de comment ils ont réagi, comment ils ont pu réagir à ce moment-là. Parce que la mort en face fait que lorsqu'on ne s'y attend pas, et monsieur, madame, tout le monde s'y attend pas, les sauveteurs un peu plus, et encore, on n'est pas des super-héros, ça nous arrive d'être en stress dépassé. Quand on s'y attend pas, on peut avoir des réactions totalement inadaptées, totalement paralysées, on ne fait pas ce qu'il faut, on est en inhibition stuporeuse, paralysé face au corps, on n'appelle pas les secours, on ne fait rien. Ça ne veut pas dire qu'on est indifférent, ça veut juste dire qu'il y a eu un court-circuitage psychique. On est dépassé tellement c'est violent. On peut être en conduite totalement de fuite panique. On part, on fuit, on saute par la fenêtre, on prend sa voiture, on écrase des corps, on prend un sens unique, et on se retrouve chez soi, on sent, et les proches nous demandent d'où tu viens, qu'est-ce qui se passe? T'étais pas au Bataclan? T'as pas eu un accident de voiture? Ils en ont parlé à la télé, qu'est-ce qui se passe? Et là, la personne ne s'en rappelle pas. Fuite panique. La fuite adaptée, je me protège. Il y a l'incendie, je vais en face. Il y a l'accident de la voie publique, je me mets du bon côté du parapet. La fuite, elle est adaptée. La fuite panique, je traverse l'autoroute, je retourne dans la maison, incendie. Et je meurs dans les flammes. C'est important, ça, de comprendre que la fuite peut être totalement inadaptée et le stress dépassé met en danger les gens qui y sont confrontés. Dans ces contextes de mort violente, la personne qui est présente, donc l'endeuillé, peut être aussi dans des réactions de conduite automatique. Cette maman, il va continuer de faire comme si de rien n'était. Cette maman qui arrive aux urgences avec son bébé dans le cosy, on fait un constat d'un bébé mort, et puis les papiers vont se faire, et puis tout d'un coup on cherche la mère, où est-elle passée? Elle est dans le parc de l'hôpital, et elle promène son bébé en poussette pour qu'il se détende. Vous voyez? Conduite automatique, il y a eu un raptus. On continue de faire comme si de rien n'était. Au moment du Bataclan, il y a des personnes qui continuaient de danser. Elles sont mortes. C'est cette infirmière qui passe dans le service, qui voit un jeune homme pendu, qui ferme la porte comme si de rien n'était.
Et puis, une demi-heure plus tard, elle voit un autre patient et tout d'un coup, elle se met à hurler, elle réalise qu'il y avait un pendu dans la chambre d'avant. Imaginez pour les collègues, les propos souvent durs. Elle est incompétente, elle n'a pas fait l'alerte, ta. La conduite automatique, ça procède du même mécanisme psychique. Il y a un court-circuitage. C'est trop. Le cerveau, il a des limites, il y a un court-circuitage, c'est trop, et à ce moment-là, il va se mettre en conduite automatique. La personne est blessée psychiquement. Ça, c'est important parce que très souvent, dans les pathologies du deuil, vous pouvez l'avoir pour des deuils individuels, mais qui ont été avec cette dimension traumatogène de personnes présentes. Ça va hypothéquer leur deuil, ça va le mettre en difficulté parce qu'ils sont très marqués par la culpabilité ou par les proches qui vont dire mais quand même le jour du deuil t'as pas fait ci, le jour de la mort de papa t'as pas fait ça, t'aurais dû faire ci. Et la personne endeuillée a fait ce qu'elle a pu psychiquement à ce moment-là. Elle a été blessée psychiquement. Cette notion de blessure psychique, j'y tiens énormément. Avec Boris Cyrulnik, qui est un ami, on a fait un ouvrage pour essayer d'alerter sur les dérives actuelles dans notre société qui sont de ne pas prendre en compte véritablement la blessure psychique, en particulier en contexte de mort violente, et cette dérive vers un autre statut, celui de victime. Victime, c'est judiciaire. Vous avez des blessés psychiques qui ne se pensent pas du tout victimes. Victimes de violences conjugales, elles n'iront pas dire « Ah, je suis victime de violences conjugales ». Les attentats, vous aviez des gens directement endeuillés qui n'ont pas été faire les démarches parce qu'ils ne se sentaient pas victimes. Puis il y en a qui, a priori, n'étaient pas, qui se sont revendiqués victimes. C'est deux dimensions différentes. Mais le problème, c'est quand on met en place des moyens d'accompagnement pour les victimes, pour les démarches, pour les plaintes, on va entraîner, et on voit les dégâts actuellement en France, je dis les dégâts parce qu'il y a des conséquences très lourdes pour les personnes prises en charge, une victimisation, il faut porter plainte à tout prix pour faire votre deuil. Alors là, je vous arrête tout de suite, c'est totalement un non-sens. Portez plainte si vous voulez, faites les démarches si vous voulez, et dans les cas des morts violentes, il y a souvent des démarches importantes, indispensables, mais n'allez pas penser que ce sont les démarches judiciaires qui apaiseront le deuil. La restauration psychique, ce n'est pas la réparation judiciaire. Et là, on a un vrai problème, une vraie confusion actuellement dans notre société, de gens qui s'engagent dans des procédures très longues, très coûteuses, en temps, psychiquement, financièrement, au final, pour rien de ce qu'elles attendaient, pas de condamnation, pas de reconnaissance de coupable au sens de ce qu'elles attendaient, et une survictimisation, parce qu'à leur douleur du deuil va s'ajouter la douleur de ce sentiment de ne pas être compris, pas être protégé. Donc vous voyez tous ces enchevêtrements spécifiques dans les morts violentes qui très souvent vont aussi avoir un autre aspect qui est majoré depuis que les chaînes d'infos continues florissent, qui est le deuil médiatique. Parce que les morts violentes fascinent, comme si en s'appropriant quelque chose de la mort de l'autre, là, on s'inoculait, on se protégeait d'une mort violente pour nous-mêmes. Elles attirent beaucoup de monde, comme des mouches. À Paris, on a eu jusqu'à 200 propositions de personnes, pas formées, mais plein de bonne volonté pour venir voir les survivants du Bataclan, etc. Nice, le même problème. Dans les catastrophes d'école, comme ce qui s'est passé récemment avec des morts violentes, on a toujours des gens nébuleuses comme ça, de victimologues autoproclamés, de commerciaux de la détresse humaine qui sont prêts à intervenir et qui font beaucoup de dégâts. Donc la dimension médiatique est à prendre en considération parce que les proches sont dépossédés de leur mort. Si vous accompagnez des gens qui ont perdu des proches dans des contextes de mort violente, qui ont été médiatisés, ils sont dépossédés de leurs proches et de leur deuil à un moment donné à la périphérie et à l'année commémorative. Parce que l'État, le politique, qui est garant de la stabilité de la société, utilise, et ça peut se comprendre dans sa logique à lui, les deuils collectifs, pour essayer de recréer une cohésion sociale. On l'a beaucoup vu après les attentats. Et du coup, les cérémonies commémoratives collectives sont dans la logique du politique. Et pas toujours la logique des victimes. Vous imaginez, 200 victimes au Bataclan, ça fait 10 000 impliqués. On ne va pas mettre d'accord 10 000 personnes. Donc à un moment donné, il faut bien statuer. Forcément, il y a des désaccords. Et à Nice, on l'a vu, entre ceux qui voulaient la cérémonie à tel endroit, d'autres là, d'autres là, d'autres là, au final, on s'y perd. Et ça participe aussi à fragiliser psychiquement les endeuillés. Donc c'est aussi une spécificité quand vous allez intervenir dans ces deuils-là, dans ces contextes-là, qui ont tendance certaines fois à transformer les endeuillés en trophées médiatico-politiques, surtout en contexte de période électorale. C'est une réalité qu'il faut aussi
avoir en tête, on leur demande de témoigner, on leur demande de venir, puis quand on n'a plus besoin d'eux, on les jette, en tout cas ce qu'ils ressentent, c'est pas tout à fait faux, parce qu'il y a d'autres catastrophes derrière. Alors oui, il y a un secrétariat d'aide aux victimes, je n'ai pas l'habitude d'être très langue de bois, je ne vais pas l'être aujourd'hui. Dans la catégorie plantes vertes, c'est clair, mais la suite, ça donne quoi? C'est-à-dire qu'on ne donne pas de moyens à un secrétariat d'État, et les victimes, les blessés psychiques, ont besoin d'aide dans le temps. Et j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit par Madame Binder, c'est de penser la temporalité, bien évidemment. On se précipite tout de suite, mais après, les endeuiller, le deuil, c'est long. C'est l'affaire de toute une vie, un deuil. Hein, de supporter, alors on ne dit plus accepter, hein, de s'adapter à cette perte, c'est l'épreuve de toute une vie. Et on a des personnes qui auront besoin d'aide tout de suite, d'autres dans le temps, d'autres à l'adolescence, d'autres plus tard, d'autres quand ils seront parents, d'autres à d'autres moments, pas forcément à ce moment-là. Et quand ils viendront plus tard, on leur dira « Oh mais attendez, votre proche, vous l'avez perdu, ça fait 10 ans, quoi, il faudrait peut-être avancer. » Donc on se rend compte de ça. Dans les morts collectives, c'est aussi particulier cette façon dont certaines morts collectives peuvent être récupérées par les médias et par les politiques. Donc, pour comprendre comment vous allez pouvoir intervenir, je pense que c'est important de faire un petit saut dans le passé pour rappeler ce qui nous constitue tous en tant qu'individus. Alors pour certains, le saut sera peut-être plus grand, de comment c'était quand on était un bébé, et de rappeler comment un bébé, pour se construire, il fait, de quoi il a besoin. Ce que l'on sait aujourd'hui dans la recherche, c'est qu'un bébé, pour se construire, il va avoir besoin de liens, de protection, de réassurance et de valorisation transmis par l'autre. L'autre, c'est souvent le parent ou un substitut parental. Il a besoin d'amour, mais pas que. L'amour ne fait pas tout. Les pères incestueux aiment leurs enfants. Donc l'amour, il faut faire attention avec ce terme-là. Beaucoup de parents maltraitants aiment leurs enfants. Protection, réassurance, valorisation, reconnaissance de ce dont on a besoin en fonction de son évolution. Et là, les enfants ne sont pas à égalité dans la vie, ce qui fait que quand vous interviendrez auprès de personnes, imaginons qui ont vécu le même événement, chacun réagira différent, les ressources résilientes individuelles ne sont pas les mêmes. Parce que certains peuvent bénéficier de liens précoces d'attachement, de protection, de réassurance, de valorisation de soi, très tôt et de façon continue, d'autres non. Parce que les parents étaient malades, parce que les parents étaient en situation de séparation, parce qu'il y avait de la maltraitance, parce qu'il y avait des deuils, parce que pour un tas de raisons, la vie reste fragile et chacun va être différent. On n'a pas tous la possibilité de retrouver un relais. Il y a d'autres tuteurs de développement pour nous aider à grandir. Boris dirait de résilience, moi je suis plus transitionnelle pour aider à comprendre, à donner du sens et à vivre avec des traumatismes. Il faut pouvoir rencontrer quelqu'un qui me reconnaîtra comme sujet, qui me reconnaîtra comme individu, qui me permettra de me réinscrire dans une communauté des vivants. Et là, quand quelqu'un est face à la mort, c'est tout ça qui se retrouve réactivé. Il y a souvent des régressions d'ailleurs. C'est tout ça qui se retrouve réactivé, c'est-à-dire, est-ce que dans notre parcours d'individu, on a eu la possibilité d'être protégé, d'être sécurisé, d'être valorisé? Est-ce que j'ai eu l'expérience que je pouvais compter sur moi et sur les autres? Si j'ai déjà expérimenté ça, ma douleur de deuil, je sais que je peux en donner une part à d'autres et que ces autres-là m'aideront à avancer. Si je n'ai pas expérimenté ça, je ne sais que je peux compter que sur moi-même. Et si en plus je n'ai pas confiance en moi, c'est compliqué. Donc vous allez avoir des gens qui ont des parcours différents. C'est important de le rappeler, le deuil est singulier, chacun réagit différemment. Et ces parcours de vie, ces fractures de vie sont extrêmement différentes. Et bien évidemment, l'accompagnement ne se fait pas de la même façon quand les gens ont des ressources et quand ils n'en ont pas. Ça fait aussi partie des choses que vous allez évaluer dans la rencontre avec les personnes pour ajuster les écoutes, les besoins d'écoute, en fonction des ressources. Il y a des aides, il n'y a pas d'aide, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un soutien familial ou pas du tout, d'une reconnaissance ou pas du tout. Et vous avez des gens qui vont se trouver extrêmement seuls par rapport à ça. Et la mort violente a cette capacité à renforcer le sentiment d'étrangeté des endeuillés. Parce que les proches, passé le moment de la rassurance immédiate, ils sont tellement heureux que leur proche soit vivant, souvent se lassent, s'épuisent, parce qu'avoir un proche endeuillé avec des troubles, c'est épuisant, il faut le dire, c'est très compliqué. Ils en ont assez, et au bout d'un moment, ils peuvent être violents,
et entraîner une rupture dans cette altérité, cette reconnaissance de moi à l'autre. Et dire à leurs proches, par exemple, bon, ça suffit tes cauchemars, t'es même pas mort. Des choses qu'on entend. T'es même pas blessé. Donc aider les aidants, c'est important. Aider les aidants des endeuillés, c'est aussi quelque chose que vous mettez en place et qui est essentiel, en particulier dans ces morts-là, parce que les endeuillés ont souvent des réactions très lourdes en termes de troubles. De cauchemars, ils sont différents, c'est plus les mêmes, ils deviennent irritables, ils se mettent en retrait, ils font plus comme avant, on les reconnaît plus. Et pour les proches, c'est fatigant. Et ça peut être d'autant plus usant qu'à côté, il y a toutes les démarches. Donc, on voit bien que cet accompagnement-là va nécessiter de votre part quelque chose de particulier, parce qu'en une fraction de seconde, ces gens se sont retrouvés tout nus psychiquement. Vous allez participer à votre niveau, mais je dirais très humblement à votre niveau, comme les psys à leur niveau, comme les médecins généralistes, médecins libres à leur niveau. Chacun à son niveau. Il ne s'agit pas de se pousser des coudes en disant « moi je fais mieux que vous » ou « vous faites mieux que moi ». Chacun à son niveau. Je le dis parce que dans les attentats, on l'avait vu dans d'autres catastrophes, il y a eu quelques rivalités au niveau des associations et de combats d'ego. Au bal des Narcisses, c'est la foire à tout va dans ces contextes-là. Et moi, ça me désole toujours parce que je pense qu'on est tous là, les uns les autres, pour les personnes endeuillées. Il ne devrait pas y avoir ces rivalités-là qui créent de la confusion parce que les endeuillés ne comprennent pas. Un coup, je vais là, mais non, c'est telle assoce, non, c'est telle structure. Ah oui, mais bon, les gens de l'association, gna gna gna, on ne s'en sort pas. Ils ont besoin de cohérence, ils ont besoin de continuité. Ils vont avoir besoin, quand on les prend en charge, d'une écoute transitionnelle. Alors ça, c'est un terme que j'ai développé dans mon ouvrage et article, qui est actuellement entendu au niveau scientifique, d'empathie transitionnelle. L'empathie transitionnelle, qu'est-ce que c'est ? C'est un art de l'écoute. Et l'écoute, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Parce qu'il ne faut pas écouter dans le vide. Il ne faut pas forcer à la parole. Quand on entend, il faut parler pour aller mieux, là non plus. Mollo. Si vous parlez à quelqu'un qui ne vous comprend pas, à quelqu'un qui va vous regarder complètement effrayé, paniqué, qui va pleurer, vous tomber dans les bras, c'est pas très aidant la parole. La parole n'est abractive, elle n'est aidante psychiquement, elle n'est thérapeutique que si en face il y a quelqu'un, que s'il y a l'altérité. Si en face il n'y a personne, même quelqu'un de très bonne volonté, c'est extrêmement violent et c'est là que ça survictimise. C'est pour ça qu'on ne peut pas intervenir, et ça a été redit, merci Madame Binda, avec juste de la bonne volonté. Coucou, c'est nous. Parce que vous allez être blessé, ce qu'on appelle traumatisme vicariant, par les récits horribles que vous allez entendre, parce que les morts violentes, il y a souvent ces récits-là, par la détresse à l'état pur, parce que les gens n'ont pas pu psychiquement mettre en place tous les mécanismes de pré-deuil qu'on met en place dans les cas de maladie ou de grand âge, deuil au grand âge, vous allez être de plein fouet face à des récits, à l'état brut de gens qui ont vu la mort en face. Et là, quand on n'est pas formé, on n'a pas cette empathie transitionnelle. Donc on peut être très violent, blessant psychiquement, sans le faire exprès. En étant par exemple dans la fausse réassurance, ça va aller, vous inquiétez pas. En étant par exemple dans la banalisation, vous savez, toutes les personnes endeuillées, nanana, c'est comme ça, on a tous ce parcours-là, non, chacun est différent. En étant dans la culpabilité. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt ? Pourquoi vous oubliez ? C'est un terme à bannir, très culpabilisant. Pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt ? Pourquoi vous ne l'avez pas dit ? Pourquoi vous n'avez pas demandé ? Et pourquoi ? Mais à l'inverse, c'est pas de votre faute, ça n'aide pas non plus. Quelqu'un qui vous dit c'est de ma faute l'attentat, c'est pas de votre faute, ça l'aide pas. Il faut réapprendre, et l'empathie transitionnelle, c'est ça. Et c'est une position éthique par rapport aux victimes, en tout cas moi c'est celle que je défends depuis plus de 20 ans, c'est se mettre au niveau de la victime, c'est elle qui sait. Le blessé psychique, c'est lui qui sait. On est juste un révélateur de sens. On est juste, à un moment donné, un relais, au sens on va redonner un petit peu d'énergie. On prend une petite part et on redonne de l'énergie, mais cette part, elle appartient à la personne qui vous parle, ou qui est là et qui vous parle par son attitude. Il y a des fois pas les mots, mais il y a le comportement qui parle. Donc l'empathie transitionnelle, c'est partir de là et de toujours penser à dire « je ». La personne qui vous dit « c'est de ma faute », vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais dites-le de façon humanisante. C'est-à-dire sans dénier l'autre. Ce que vous dites, c'est important. Alors, toujours quand vous êtes en difficulté face à des gens qui vous disent quelque chose, vous vous dites « mais pourquoi ça me tombe dessus ? Pourquoi elle me dit ça à moi, là, maintenant ? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire ?» Ce que vous dites, c'est important.
Autrement dit, vous me dites ça à moi, ça veut donc dire que je suis important, puisque ce que je dis c'est important, hein, mais on se suit. Ce que vous dites c'est important, ça c'est la première maille de l'empathie transitionnelle. C'est reconnaître l'autre comme quelqu'un qui a de la valeur. Après, vous faites la seconde maille de votre compétence. À Gelma, vous expliquez ce que vous faites, ou en tant que professionnel, si vous êtes professionnel. On prend en charge des personnes qui ont vécu la même chose que vous. On ne va pas raconter le détail, parce que des fois, vous n'avez pas le détail, vous avez juste des éléments, vous n'avez pas tout. On ne va pas dire aux gens ce que vous dites, c'est grave, c'est important, les termes sont essentiels. On prend en charge des gens qui ont vécu la même chose que vous. Pas la peine de leur dire qu'on vécu l'horreur, l'atrocité, ils ont la tête dedans, donc pas la peine de leur mettre la tête dessous. Vous, qui ont vécu la même chose que vous. Et ça restaure le sentiment d'appartenance. Autrement dit, je ne suis pas le seul à penser ça, parce que souvent les gens ont l'impression de devenir dingues avec leurs pensées, fous, de ne pas oser en parler. Autrement dit, il y en a d'autres que moi qui vivent ça. Et vous qui m'écoutez, je ne vais pas vous faire peur. Vous qui m'écoutez, vous allez être en capacité de m'entendre et de ne pas fuir matériellement, en étant hop, je passe à quelqu'un d'autre, je reviens, je pars, ou fuir parce que physiquement, vous allez complètement partir dans le regard, il n'y aura plus d'interaction, partir dans vos documents, enfin, vous n'allez plus être là. Donc ça, c'est la deuxième maille. Première maille, ce que vous dites, c'est important. Deuxième maille, il y en a d'autres que vous. Quand vous dites ça, ça me fait penser à des choses que j'ai déjà entendues. Peut-être que pour vous, et on va co-construire du sens, vous vous sentez coupable. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que pour moi, vous n'êtes pas coupable, mais ce que vous dites est important. Ça ne prend pas des heures, ça prend une petite seconde de plus, et ça, c'est humanisant. Et très souvent, on va couper cette communication-là. Vous voyez à votre café du deuil, une maman qui a perdu son enfant, qui revient, un deuxième café du deuil, et vous l'accueillez avec toute votre générosité, toute votre gentillesse, et vous allez lui dire « Ah, Madame Michu, hein, vous allez bien, ça me fait plaisir de vous voir, vous êtes en forme. » Alors, si Madame Michu, elle est partie pas du tout en forme, ça veut donc dire que vous n'avez rien compris à son état. Si vous lui dites oh, « Vous avez l'air fatigué, hein, il faudrait prendre soin de vous quand même. Hein. » Alors que Madame Michu est arrivée toute pomponnette, on se sentant bien, il n'y a pas d'altérité. L'altérité, c'est de pouvoir dire « je ». Parce que le je crée l'intersubjectivité, ça recrée l'altérité alors que la mort, et en particulier la mort violente, a entraîné une fracture du monde des vivants au monde des morts. Il faut qu'on retisse ça. Donc Madame Michu, vous la voyez arriver, vous lui dites « je vous trouve en forme ». Ça n'est que mon avis. Comment vous vous sentez? Ça ne vous prendra pas plus de temps, mais vous vous rendez compte que quand on n'est pas bien, ou quand on n'a pas le temps, on ne veut pas discuter. Vous rentrez le soir après une journée éprouvante, ça s'est bien passé ta journée? Vous pouvoir dire non, ça s'est pas bien passé, il faut de l'énergie. Comment ça s'est passé? Et on se rend compte de cette violence-là des mots, et l'empathie transitionnelle à développer, en particulier dans ces contextes de deuil violent, c'est absolument essentiel. Donc l'écoute, oui, mais pas l'écoute vide de sens. L'écoute, c'est un comportement. Si vous vous prenez la tête, vous prenez le visage comme ça veut donc dire que c'est l'horreur, quoi. Et tout d'un coup, vos épaules s'affaissent, tellement c'est horrible. C'est inévitable. Ces récits sont horribles. Mais il faut arriver à tenir, alors pas de façon complètement pensée, non, de façon un peu souple, des gestes d'ouverture, regarder les gens. S'il y a de l'émotion, mettre des mots sur l'émotion, vous avez le droit de pleurer, c'est pas un problème. Hein. Pouvoir dire, voilà, j'ai les larmes qui viennent parce que votre récit, votre propos me touche. Le fait de mettre des mots sur vos émotions, utiliser comme levier transitionnel ce que vous ressentez, vous permettra de rester dans la communication. Donc il doit me rester 5 minutes. Moi je suis extrêmement bavarde, compliqué. Je vais faire vite sur les 5 minutes qui nous restent. Pour pouvoir vous dire que dans ces situations de mort violente, vous voyez, c'est un parcours très compliqué, les morts violentes. Ce sont des deuils plus complexes, entre autres parce qu'il y a les procédures, entre autres parce qu'il y a les médias souvent, entre autres parce qu'il y a les informations sur Internet, des fois il y a les rumeurs, tout ça. C'est compliqué et c'est d'autant plus compliqué que certaines restent très tabous. Je pense aux endeuillés par suicide. Ça reste très tabou dans notre société. Et tellement tabou qu'on m'a demandé de faire un album jeunesse après le succès de celui sur les attentats pour parler du suicide d'un parent. Et étonnamment, il n'y a pas d'album jeunesse qui parle mot pour mot du suicide du parent. Donc on a un album qui va sortir au mois de mai qui s'appelle L'arbre et l'ombre de la lune. Vous aurez une invitation pour ou si vous souhaitez vous laisser vos coordonnées, pas tous, ça sera compliqué, mais on va faire la présentation au mois de mai à Paris
d'avoir un support pour parler, c'est quoi le suicide? Mon parent s'est suicidé. Pour que le mot soit prononcé, on voit les mots extrêmement lourds, tabous. Mettre des mots, c'est important. C'est pas il était malade, parce que la prochaine fois que vous allez moucher, il va vous dire tu vas faire pareil. C'est pas il était triste, parce que dès que je suis triste, c'est la seule solution. Il faut donner les noms des maladies, il faut pouvoir expliquer, expliciter ces contextes-là, c'est très important. Donc de l'écoute, oui, de la mise en sens, de la réflexivité, mais surtout de la restauration de l'humanité. La mort violente, ça vous désubjective, ça vous projette sur une autre planète. La planète mort, la planète des enquêtes, la planète des autopsies, la planète des traces sensorielles, de la vision, c'est atroce. Revenir à la vie, c'est possible, mais ça n'est possible que si ceux qui sont sur l'autre côté viennent à vous, pas s'ils croisent les bras. Donc il faut oser aller vers eux. Soit les gens vous parlent, soit il faut les contenir, soit il faut les accompagner un peu comme des prothèses psychiques, peut-être en parlant des autres. C'est souvent plus facile de parler des autres. C'est pour ça que les cafés deuil sont assez efficaces. On parle des autres. Vous allez donner le récit d'autres personnes et voir comment les gens vont s'approprier des choses, se dire oui, moi c'était comme ça, moi c'était pas comme ça. Et quand vous parlez avec lui, il faut toujours être très humble. Je me dis que, quand je vous vois comme ça, je me dis que, ou je pense que, ou ça me fait penser à d'autres personnes qu'on prend en charge. Et le jeu est important parce qu'il va restaurer cette nécessaire, absolue nécessité d'attitude humanisante, cette humanitude qui permet d'être dans la relation à l'autre, d'être dans la relation à soi-même. Et les morts violentes ont cette difficulté, c'est que pour les gens qui sont endeuillés en contexte de mort violente, ils ont l'impression d'être mis au rebut de beaucoup de choses, et au rebut de la vie en particulier. Donc pour conclure, Jeanne Mave participe en tant qu'association sur le terrain. Moi je l'ai vu à Paris, je l'ai vu via ce qu'avaient pu dire les collègues sur Nice, à cette résilience collective, c'est-à-dire de penser ensemble la souffrance du deuil. Mais au sein de ces groupes de résilience collective, vous allez être aussi des supports pour renforcer et des fois la redécouvrir les résiliences individuelles des endeuillés, leurs ressources, leurs capacités, leurs compétences, leur droit d'être là, leur droit à pleurer, leur droit à la peine, leur droit au chagrin et leur valeur en tant qu'être humain. Ça ne se fait pas sans risque pour vous-même, ça ne se fait pas comme si vous alliez, je ne sais pas, une association de macramé, enfin je n'ai rien contre le macramé, mais ça, moi ça me traumatiserait limite le macramé parce que c'est compliqué. Moi je défais des nœuds, mais des nœuds psychiques d'un autre sorte. Vous allez être face à l'humain, et ça touche, et ça bouleverse, ça réactive nos propres deuils. Et vous allez des fois avoir des gens qui viennent vous solliciter parce qu'il y a eu un deuil médiatique comme ça, mais ils ne viennent pas vous parler de... Ils n'étaient pas au Bataclan, ils n'étaient pas à Nice, mais cette horreur-là a réactivé d'autres deuils. Et c'est l'occasion d'en parler. Et ça peut vous perturber en vous disant oui, mais bon, quand même. Le deuil est l'histoire d'une vie, donc oui, on peut avoir besoin, et soyez pas surpris, ça fait aussi partie des choses que vous serez amenés à entendre dans les cas des morts violentes collectives, d'autres personnes qui viendront pour leur mort violente individuelle, ou en tout cas qui a été violente pour elles, psychiquement, au sens de « je me suis sentie seule au monde ». Accompagner, et ça sera mon mot de la fin, les personnes endeuillées, ça nécessite probablement certainement en tout cas, de les considérer comme des personnes, comme des sujets, de porter une part considérable et une attention considérable aux enfants. Le deuil chez l'enfant, c'est pas le deuil chez l'adulte. L'adulte endeuillé, c'est souvent sa part d'enfance qui est aussi réactivée. Et prendre soin de l'enfant endeuillé, ça se fait à tous les âges de la vie, ça c'est extrêmement important. Donc je conclurai en disant, aider les autres, c'est important. Prendre soin de vous, ça l'est aussi, pour permettre à tous ces endeuillés en contexte de mort violente, mais aussi les autres, à savoir qu'une vie est possible, une vie et un devenir restent possibles, si la mort et si le deuil est pensable, et vous êtes des supports pour penser ce deuil. Je vous remercie. Elisabeth Relacio, Jeanne à Grenoble. Juste pouvez-vous nous définir le mot empathie? C'est un mot qui est beaucoup utilisé actuellement, vous l'avez utilisé vous-même d'une façon fort intéressante, mais je souhaiterais une définition de ce mot, et puis un mot que vous n'avez pas prononcé, mais
qui parfois peut être assimilé à empathie, c'est le mot compassion. Donc je souhaiterais vraiment sur un plan sémantique tout bête, une proposition de définition. Merci de cette intervention et charge difficile de tout faire ça en 2 minutes. Des heures sur cette question-là. Je vous donnerai ma définition qui n'est pas forcément celle du dictionnaire. L'empathie, c'est la capacité de reconnaître comme l'autre comme un autre que soi-même. C'est la capacité de penser l'altérité. P-E-N et P-A-N. Voilà. Après, la compassion, c'est un terme que j'utilise peu, parce que trop souvent, la compassion s'assimile, ou en tout cas dérive vers quelque chose qui est de l'ordre de la pitié. Et les endeuillés ont besoin de tout sauf de la pitié. Alors, être compassionnel, c'est se mettre à la place d'eux, être comme d'autres, etc. Mais très souvent, ça vire vers la pitié, donc c'est un terme que je n'utilise pas pour le coup. Là, c'était fait exprès. Merci. En milieu de notre assemblée, voilà, et là aussi, si un micro peut bien courir, il y a deux mains, et peut-être on va prendre ces 2 questions ou 2 réflexions, et puis peut-être on s'en tiendra. Oui, merci à vous. Michel Mille, Vichy. J'aurais aimé, il y a un mot qui m'a choqué, mais au sens premier du terme, vous avez parlé du suicide comme d'un acte criminel. Or, il semble, quand on a un proche qui s'est suicidé, qu'on a eu affaire à un proche qui a été victime en quelque sorte. Quand on pense acte criminel, on voit plutôt un autre responsable. Est-ce que vous pouvez un petit peu éclairer cela? J'ai été trop rapide, en effet, et je m'en suis rendu compte en le disant. Le crime de soi, il peut être aussi, moi je pense dans la prise en charge des personnes suicidées, quand on fait l'anamnèse et quand on travaille avec les proches, on se rend compte que ce passage à l'acte-là, c'est un crime de soi-même, on se tue soi-même dans ce sens-là. Mais c'est un crime souvent qui est causé par de multiples facteurs extérieurs. Ça peut être une pathologie, ça peut être un contexte professionnel, des fois, plein de choses extrêmement différentes. C'est se donner la mort ou se prendre la vie, c'est pas toujours aussi de la même façon dont les choses peuvent être comprises. C'est extrêmement violent. Et pourquoi j'utilisais le mot crime? Peut-être pour l'associer aux autres situations de mort intentionnelle et éviter que les endeuillés par suicide soient toujours mis de côté avec la culpabilisation très forte qui est mise sur les proches. Notre société française a cette tendance à culpabiliser beaucoup les endeuillés par suicide. Il y a une espèce de honte et de gêne. Mais le fait qu'un proche se donne la mort, dans un contexte toujours plurifactoriel extrêmement complexe, ça nécessite de ne pas stigmatiser encore plus ces gens-là. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans les morts criminelles, on se donne la mort à soi-même, mais très souvent, majoritairement, à chaque fois, mais je ne connais pas tous les endeuillés par suicide, donc je ne m'autoriserai pas cette généralisation. Mais le suicide intervient dans un contexte où les personnes qui se donnent la mort ont l'impression d'avoir été tuées dans leur façon de se projeter dans la vie, puis avoir leur place. Donc le mot crime était à la fois pour ne pas stigmatiser plus, et parce que c'est aussi se donner la mort. On se donne la mort à soi-même, ça malheureusement je crois qu'on est d'accord, dans des contextes plurifactoriels. Merci. Alors peut-être il y a encore ça peut être une question, une réflexion, je pense qu'on se limitera, mais voilà, vous avez quand même la parole, madame. Merci. Merci beaucoup. Chantal Raymond, adhérente Jalmalf Grenoble et également bénévole à l'association Apprivoiser l'absence pour les frères et sœurs endeuillés. J'ai apprécié, Madame Romano, que vous abordiez 2 points en particulier, celui des différentes générations touchées par le deuil. Et en l'occurrence, pour les frères et sœurs endeuillés, il est fréquent qu'ils soient les oubliés du deuil, dans la mesure où l'entourage, que ce soit la famille, les amis ou des soutiens plus larges, soit spontanément attentif aux parents endeuillés de leur enfant, parce que cet entourage peut être lui-même parent d'enfant. Et cette crainte que l'enfant décède les touche et les rend en empathie spontanée, attentifs aux parents endeuillés. Et les frères et sœurs, je le dis pour tous les bénévoles, les frères et sœurs souvent cachent leur peine à leurs parents pour ne pas leur en rajouter. D'où l'intérêt d'être particulièrement attentif à la génération un cran en dessous. Et ce deuil souvent est vécu de façon différée pour ces raisons-là. Voilà, donc en Rhône-Alpes, l'association Apprivoiser l'absence propose depuis peu des rencontres pour les frères et sœurs. Ça peut être complémentaire d'autres propositions, mais
Ça permet justement de retrouver une normalité dans le vécu et une compréhension aussi en rencontrant d'autres pères touchés de la même façon. Merci de cette précision qui fait le relais avec ce que je disais très rapidement, c'est le déni actuellement du deuil de l'enfant. Quand vous êtes frère et sœur et que vous êtes petit, on va vous dire vous êtes trop petit, t'as pas compris, etc. Des fois, on vous annonce même pas le décès de votre frère, votre sœur plus grand si vous avez 0-2 ans. Et en grandissant, certaines fois, on va vous porter, vous êtes porteur de dette du grand, faire mieux qu'eux, ou à la place d'eux, toi, tu es encore en vie, toi, tu devrais pas. Donc c'est extrêmement lourd pour les enfants, pour les fratries endeuillés, bien évidemment. Et ça nécessite un accompagnement aussi dans le temps pour eux, très rarement pris en compte, ça c'est vrai. Et d'autant peu pris en compte que les enfants endeuillés n'ont pas les réactions du deuil des adultes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas, ça veut simplement dire qu'ils ont une autre façon de souffrir leur deuil. Ils jouent plus, ils se mettent en retrait, ils changent. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait repérer comme ça, que les parents ne voient pas forcément parce qu'ils s'imaginent qu'ils doivent pleurer comme l'adulte. Il y a une vraie éducation à faire, un vrai accompagnement quand vous soutenez des parents qui ont des enfants endeuillés pour leur donner les éléments de décryptage sur le deuil de l'enfant. Ça, c'est important. Très rapidement, je ferai le lien avec ce que vous disiez avec la place des orphelins, qui sont aussi des invisibles de notre société. Et qui sont stigmatisés aussi à un moment donné avec tout ce qui se passe à l'école, profession du père, ben non il est mort, ben c'est pas la peine de le mettre, etc. Qui à l'âge adulte ont besoin, ben, il y a une association qui est en train de se créer d'orphelins devenus adultes, mais ça résonne avec le fait que leur enfant est à l'âge qu'ils avaient au moment de la perte de leurs parents. On est orphelin à vie, alors pas pareil quand on perd son parent à 60 ans que quand on perd à 5 ans. Mais quand on est orphelin dans l'enfance, ça peut aussi blesser durablement et il y a un véritable déni par rapport à ça. Donc merci de cette précision, c'est essentiel en effet. Et les frères et sœurs, ça peut être aussi bien quand ils sont âge enfant, mais tout à fait, grands, tout à fait. ados ou adultes, voilà. Bien sûr. Celui qui est décédé est mis sur un piédestal. Et un autre aspect que j'ai apprécié... Enfin, je vais être désagréable, je vais vous couper la parole, je m'excuse, non pas parce que ce que vous dites ne vient pas, mais c'est peut-être parce que je voudrais qu'on puisse aborder un élément complémentaire dans notre échange et qui me semble peut-être ce que vous apportez là, et on pourra le retrouver dans le temps d'échange sur la place que Jalmal peut avoir par rapport à ses endeuillés. Je m'excuse peut-être. Sinon, c'était juste un outil qui peut être utile pour tout le monde. Une petite brochure qui a été créée en interassociatif qui s'appelle Le Deuil, une histoire de vie. C'est une brochure gratuite qui peut être trouvée auprès de l'association Empreinte Vivre son deuil de France. Voilà, qui est très bien faite. Merci. Dans le souci aussi de l'aide à l'entourage. Merci de vos questions et réponses complémentaires, Hélène Romano. Je vous propose maintenant, parce que finalement le mot a déjà été prononcé plusieurs fois, on a entendu Café Deuil plusieurs fois, de demander à quelqu'un qui, dans une de nos associations, anime un Café Deuil, de bien vouloir venir dire quelques mots de la façon dont ça se passe et comment ça se passe. Je vais demander à Muriel Millot si elle veut bien venir maintenant. J'étais frappé dans ce que disait Hélène Romano, j'ai entendu la notion d'écoute, j'ai entendu la notion d'être un relais par rapport à ce que la personne qui a été frappée par cette mort a à vivre. Tous ces éléments-là, je pense que ce sont des choses que la situation d'un café deuil permet effectivement de vivre. Alors,